Bienvenue dans Invisibility. Aujourd'hui, je reçois Tom Verdier. Tom fait partie de ces êtres prolifiques et inclassables. Cet ingénieur de formation, qui a fait sien le langage du code informatique, a aussi embrassé, entre autres, le monde de la prestidigitation, intégrant les cercles de magie parisiens, celui de l'art contemporain, dont il est un grand adepte, au point d'ouvrir sa propre galerie. Il s'est aussi passionné pour le poker, jusqu'à sombrer dans l'addiction, une expérience qu'il raconte dans son premier livre, No Limit, avant d'en être sauvé par les champignons hallucinogènes. S'ensuit une quête insatiable sur les substances psychédéliques, LSD, ayahuasca, DMT, elle aussi racontée dans un livre sous forme de fiction, cette fois, Lucie dans le ciel, paru en 2009. Dans cet épisode, on parlera pêle-mêle des psychédéliques, bien sûr, du concept de drogue comme instrument de propagande, du temps et de l'espace, des conséquences de nos pensées et de nos désirs, ou encore du bouddhisme zen. Invisibility. Bonjour Tom Verdier, bienvenue dans Invisibility. Bonjour Natalia, merci de m'inviter. Comment tu vas aujourd'hui ? Très bien. Je suis heureux. Il fait un temps qui me ravit, ce qui veut dire là il fait beau, mais voilà, tout va bien. Ok, super. Alors si je te dis invisible, qu'est-ce que ça t'évoque ? En premier, la matière noire. On ne sait même pas si elle existe, tout ça vraiment, c'est un terme encore assez flou, même si... Voilà, et ça m'évoque ça, en premier. Ça me fait l'effet d'une espèce de grosse éponge très dure, invisible, qui est un petit peu partout comme ça, qui est comme... qui fait que la matière, qui serait une énième partie de tout ça, elle tient bien serrée comme ça. Voilà. Ok, donc une vision bien cosmique de l'invisible. On y reviendra peut-être pendant l'épisode. Alors, tu as côtoyé tellement de monde, tellement d'univers que voilà, le code, le poker, l'art contemporain, le métal, et j'en passe. Et on en reparlera pendant l'épisode. Moi, j'ai envie de commencer par celui qui m'a fait te connaître, les psychédéliques. Alors peut-être qu'on va préciser, parce qu'on parle des psychédéliques, est-ce que tu vas pouvoir, comme je sais que tu as une connaissance très précise, préciser ce que c'est ? Alors le terme psychédélique, il est forgé dans une correspondance entre Humphrey Smond, un psychiatre canadien qui a donné de la mescaline à Aldous Huxley, et ce dernier Aldous Huxley. Et donc ils sont en train de se demander comment appeler un produit qui suscite cette expérience, puisque la mescaline a été utilisée par Huxley, mais ils sont en train de répertorier tout ce qui justement donne des effets similaires, aussi bien des produits que la privation de sommeil ou des choses comme ça. Enfin, tout y passe, quoi. Le produit est vraiment pas le centre du sujet. Il n'y a pas encore d'illégalité ou de quoi. C'est voilà, un adjuvant comme un autre. Et donc, il propose le terme psychédélique, c'est-à-dire littéralement qui révèle l'esprit. Qui colle à peu près à ce que certains psychiatres emploient encore que le terme psychodysleptique. Où est située la frontière maintenant que ce terme a été forgé il y a quelques décennies ? Est-ce que la MDMA est un psychédélique ou pas ? Grosse question. Il y a le terme entéogène qui est très utilisé, par exemple, pour parler de mescaline, champignons, LSD, DMT. Entéogène qui peut se traduire par ce qui suscite le Dieu en soi. Donc voilà, c'est aussi un terme qui dit aussi bien, qui parle du produit, mais qui parle de l'usage qu'on compte en faire. Il y a les fameux Fantastica de la classification de Lewin, qui recouvrent peu ou prou le même genre de produit. Donc voilà, le terme psychédélique, il est là, il est encore un tout petit peu mouvant. Bon, en tout cas, que le LSD soit un psychédélique, voilà une chose qui est certaine. Il est au milieu de ça, quel que soit ça. Ok, donc ça c'est dit, au moins on sait de quoi on parle. Donc, tu as écrit un roman qui s'appelle Lucie dans le ciel. Il est sorti il y a déjà 13 ans aux éditions Albin Michel. Alors, on peut dire que sur ce thème en France, tu es un pionnier, parce qu'ici, à ce moment-là, personne ne parlait de psychédéliques. Maintenant, les médias commencent à peine à en parler à la faveur des essais cliniques qui ont enfin démarré avec ces substances qui peuvent avoir un potentiel pour soigner la dépression, l'addiction notamment, et la France est super en retard à ce niveau-là par rapport aux États-Unis et à plein de pays d'Europe. Bref, donc déjà en 2009, ton roman, il posait pas mal de questions, on va le voir, sur ce qu'on catégorise ou pas comme drogue. Toi,
Comment t'as plongé dedans? Est-ce que c'est comme ton personnage Ambroise et est-ce que tu peux nous raconter tout ça? En gros, l'histoire de ma rencontre avec le produit est celle que je raconte dans le livre. Donc j'ai déjà 25-26 ans, ouais 25 ans quand mon frère revient d'Amsterdam. Je ne fumais pas de pétard, je ne fume pas de cigarette, j'avais bu un peu d'alcool quelques fois. Et, euh, et bon, il est très affecté par une expérience qui a été vraiment très forte. Et je cherche des arguments pour lui dire que peut-être essayer tout et n'importe quoi, c'est pas vraiment très raisonnable, quoi. En gros, je vis encore très fort dans l'illusion que déjà, il y aurait un bien, un mal, et troisièmement, que j'en sais un petit peu plus que quelqu'un d'autre pour lui dire où c'est situé la frontière. Mais bon, n'empêche, je vais pas lui dire, enfin, regarde un petit peu, t'es quand même vraiment pas bien, là, pendant 2 jours, t'étais juste tremblotant tellement tu t'es fait peur. Comment tu vas me dire que c'est profitable? Bon, c'était pas le bon angle pour le dire, alors je me suis dit, je vais chercher des arguments médicaux pour lui dire qu'en plus, c'était très risqué, qu'il aurait pu. Puis cherchant les arguments médicaux qui juste étaient contre-indicatifs, non seulement en cherchant un petit peu sérieusement, je les trouve pas, mais je tombe sur des témoignages extrêmement construits de gens qui ont manifestement vécu des expériences extrêmement profondes et structurantes avec ces produits, et je commence à m'y intéresser. Et saute le pas d'essayer les champignons hallucinogènes en gros 1 an plus tard. Donc c'était pour sauver ton frère, tu t'es trouvé toi-même dans ce chemin. Alors heureusement, ça a en même temps éteint mon syndrome du sauveur naissant, qui est rétrospectivement une bonne nouvelle. mais, mais oui, c'était pour rendre service. Bon, après, si on regarde avec encore un peu plus de recul, maintenant que ça fait quelques années que j'ai écrit le livre et que j'ai vécu ça, oui, il y a certainement aussi que je cherchais moi à surmonter la peur de le faire, que quelque part l'expérience, pour aussi peu que j'en savais, aussi dangereuse qu'on me l'avait présentée, puisque je n'en savais que ce que les quelques médias m'avaient raconté sur le sujet, est-ce que je cherchais pas à surmonter cette peur que ça me faisait pour en savoir plus sur quelque chose que je ne connaissais pas, justement d'invisible, à ce moment-là en tout cas complètement invisible, mais vers lequel j'avais une certaine attirance, sans doute. Alors la suite est dans le livre, puisqu'à partir de là commence une longue quête exploratoire pour Ambroise et donc pour toi. Alors, si on doit mettre des chiffres, parce que Ambroise, moi, est quand même ingénieur, c'est 95% moi. Et bon, ce qui lui arrive dans ce livre, oui, c'est de découvrir les champignons. C'est le titre du livre a failli être plus que prévu. Bon, de voir un problème, enfin un problème, une question urgente de la vie apparaître au milieu de nulle part. Il y a manifestement beaucoup plus à voir et percevoir, non pas un jour en ayant compris, mais à chaque instant sous mes yeux, que le produit m'a permis de voir, mais qui y est, c'est pas le produit qui a fabriqué quelque chose. Et comment on arrive à laisser passer plus de choses sans en être débordé comme ça dans l'expérience de chaque instant. Le produit est certes une très bonne façon, et creusons quand même le dossier. Le produit a plein d'avantages. Il permet de l'avoir de façon certaine, de savoir que c'est l'effet de quelque chose qui va s'arrêter. Oui, t'as pris un produit, il se passe un phénomène neurophysiologique et normal, quoi. T'es pas en train de devenir fou. Voilà, donc et pour toutes ces questions, le sujet commence à vraiment le prendre. Il consomme un peu, il réfléchit beaucoup, je crois. Plus tard dans ma vie, j'ai un peu inversé cette tendance et ça n'a pas été la meilleure idée, mais au moment des faits. Et voilà, c'est l'histoire d'Ambroise qui décide finalement d'écrire ce livre qu'on est en train de lire et qui vit sa vie quand même, puisqu'à l'époque, et c'est moi aussi, il a une galerie d'art contemporain. Il joue de moins en moins au poker et même s'arrête de le faire. C'est ce que ça lui permet de gagner sa vie s'il veut, mais ça a un prix, c'est de prendre 100% de son espace mental, etc. Oui, parce qu'avant d'écrire ce livre, tu as écrit un livre sur ton expérience avec le poker et ton addiction, on peut dire, au poker. Enfin, en tout cas, oui, enfin, on peut le dire complètement même. Ah oui, on peut dire complètement, s'il faut 6 mois pour plus en avoir marre de pas être en train d'aller à une partie de poker chaque soir ou chaque moment où il y avait des parties de poker qui se déclaraient, qui va se présenter chaque jour, bah oui, on peut parler d'une addiction quand même. Se voir en faire le geste de jeter des cartes parce que c'est une mauvaise main mais qu'on a la patience d'attendre dans le métro alors que rien du tout, ouais, c'est comme de mettre la main au paquet de clopes de « Ah oui, non, c'est vrai, j'avais raté de fumer, je fume pas une clope en sortant du métro ». Du coup, c'est un peu cette expérience des psychédéliques qui, au fait, t'a fait changer un petit peu de chemin. Bon, alors 2 choses. Il y a aussi que
j'étais en train de m'en apercevoir. De plus de place dans ma tête. Je rêvais de poker, je parlais de poker, je faisais que refaire dans ma tête les coups que j'avais aussi bien réussi que ratés. Oui, c'est un monde, oui, on peut passer sa vie à la table, et je dis même pas que c'est pas une vie riche d'une certaine manière. Mais c'était certainement un horizon beaucoup trop restreint pour que, si je regardais un tout petit peu à droite, je me disais, attends, oui, tu vas devoir 30 ans de ta vie à juste avoir été un peu plus malin que le type d'à côté qui est très 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 malin. Je veux dire, pourquoi tu joues pas au Go ou, enfin, oui, il y a de l'argent et tout au truc, mais bon, t'es juste accro, quoi. Tu n'envisages pas d'aller faire un voyage de 3 semaines quelque part, c'est juste impossible parce que 3 semaines sans une table, déjà, ça va être dur. Donc non, ça, c'est pas possible. Et les psychédéliques, du coup, arrivent à ce moment-là quand tu t'en rends compte. Ouais, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un moment où j'ai gagné une place à une petite compétition à Londres où, enfin, c'est quelques milliers d'euros la place, il n'y a pas grand monde, mais il y a bon, une certaine somme d'argent à gagner quand même, et où je prends des champignons quelques 3 ou 4 jours avant, je sais plus la chronologie exacte, mais enfin dans la semaine où je devais y aller, j'avais mon billet pour aller à Londres et tout ce qu'on veut, enfin, et un hôtel, et je me suis dit, mais bon, là c'est quoi? Tu fais une dernière fois parce que là tu vas ceci. En fait, t'as arrêté et tu veux parce que c'est juste gratuit. T'as dit tu mets plus un centime maintenant dans le poker que t'en as trop risqué, hein, comme il se raconte dans le livre, quoi. Et donc j'étais en train d'essayer d'arrêter et je prends des champis et je vois que c'est pas possible. Je suis encore en train, sous prétexte que c'est gratuit, mais que d'un coup il y a quelques dizaines de milliers d'euros à gagner, ça me refait l'effet parce que les parties à 100 balles me le font plus. Je dis non, je veux plus de ce thrill parce que même le montant, même plus, maintenant c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et j'annule ce truc-là et c'est là le moment où vraiment j'arrête et où je vais plus rejouer, où j'ai fait quelques parties à 10 euros de 4 ans, 5 ans, un jour où c'était le barbecue avec les potes et où ça s'en est tenu là, le poker. Voilà. Donc merci les champignons quand même. Ouais, merci les champignons parce que là vraiment, j'ai eu la perspective du mec qui s'est dit quelque chose et qui fait le contraire et que je pouvais pas regarder de côté et me dire non mais tu sais quoi, ouais bien sûr, mais en fait on va penser à autre chose et je vais le faire quand même. Non, tu dis un truc dans ta tête, pas aux autres. T'as dit non, maintenant ça me prend trop la tête, j'en fais plus du tout, même si ça doit juste être une diète d'1 an ou j'en sais rien, et que ça fait quoi? Ça fait 4 semaines et t'es pas capable de le faire. Voilà. Tout ce que t'apportent les champignons à ce moment-là, c'est un changement de perspective, comme Ouais, une prise de distance, quoi. C'est ça, une prise de distance absolue et irrémédiable, dont je ne peux pas détourner ma pensée. Je peux pas penser à un autre truc, je vois ça. Alors, Ambroise, dans le livre, il raconte pas mal qu'il était complètement anti-drogue, anti-tout, qu'il était très, très, même dans ses discours avec les gens, très, comment on peut dire, drastique, quoi, là-dessus. Est-ce que c'était ton cas? Enfin, avant de prendre ces champignons, t'avais cette vision? C'est exactement mon histoire personnelle. Avec la drogue, c'est-à-dire déjà croire qu'il y a un truc qui s'appelle là, au singulier, drogue, et n'avoir, pour commencer, que ce qu'on en a entendu, et une perception basée sur aucune expérience. Ce qui rétrospectivement semble aberrant, mais donne autorité pour parler à la plupart, enfin de moins en moins de gens qui en parlent, mais enfin beaucoup de gens qui en parlent quand même, mais qui m'a moi-même pas du tout semblé mystérieuse. Qui en parlent, qui disent la drogue c'est mal, enfin, Ouais. pour résumer. Bon, donc moi je suis né en 1980. Quand j'avais 5 ans, j'avais pas le droit de dire un gros mot, mais j'avais le droit de chanter la chanson qui passait à la télé, la drogue c'est de la merde. Voilà, donc une espèce de... L'interdit absolu était devenu la drogue, mais j'avais le droit d'en transgresser un autre qui était de dire le mot merde, parce que c'était dans la chanson. Oui, c'est intéressant. Et puis, oui, il y a donc un cousin de ma mère qui, d'héroïne en colle à plafond, en un peu tout et n'importe quoi, s'est passé sous un train. Et bon, je l'ai vu quand j'étais tout petit, c'est un spectre qui passe dans mon enfance. Je veux dire, le type était déglingué, quoi. Et que le problème n'ait pas été la drogue, entre guillemets, que le problème était que son père l'a foutu dehors quand il a dit je ferai architecte et pas avocat, et que, bon, voilà. Mais n'empêche, l'image, j'ai 6 ans quand il passe sous un train, je vois pas, mais bon, c'est un deuil dans la famille extrêmement soudain d'un type dont on te dit bah oui, tu vois, tu l'as croisé, lui en fait, il était que... Puis bon, les bras avec des marques de cicatrices partout, voilà, une consommation qui se passait vraiment très mal. Hein. Bon, et donc, bah voilà, la messe, elle est dite pour un paquet de temps.
Quand après, le seul discours qu'on va entendre de toute façon, à chaque fois qu'on voit un documentaire sur la drogue, ça va être un squad de craqueux qui sont en train de mourir de faim plutôt qu'autre chose, et dont on dit, vous voyez ce qui se passe quand on commence à fumer un pétard, les enfants. Eh ben oui, bien sûr qu'on y croit quand même, c'est juste, enfin, il suffit pas d'être naïf, même si je suis certainement très naïf. Et et surtout, le trait de génie là-dedans, c'est d'ardi la drogue. C'est-à-dire de vous montrer des gens qui prennent du crack de façon problématique, ce qui est déjà un segment particulier, et de vous dire, vous avez vu le LSD, attention. Bon, bien sûr, le LSD, c'est mal, c'est de la drogue. Regarde la drogue, ce que ça fait aux gens. C'est un raccourci qui n'a rien à voir avec... Oui, mais bon, n'empêche, il marche très bien, puisque j'ai vu, ça m'a fait l'effet pendant 25 ans, donc... Enfin, 20 ans, si on compte depuis les 5 ans où je prends conscience de la drogue par la chanson La drogue, c'est de la merde à la télé. Donc, voilà le malentendu de la drogue. Il y a des produits psychoactifs, il y a des produits stimulants. C'est quoi le rapport ? Oui, parce qu'il y a une différence très nette entre les stimulants, comme la cocaïne par exemple, qui est d'ailleurs, il faut le préciser, hautement addictive, et les psychoactifs comme par exemple le LSD, qui ont plutôt tendance à élargir la conscience et qui d'ailleurs n'agissent pas du tout sur les mêmes récepteurs dans le cerveau. Mais tout a été mis dans le même sac, diabolisé de la même manière. On parle de la drogue. La drogue, à l'origine de l'origine, étymologiquement, ça vient du néerlandais et ça veut dire sécher. C'est juste des préparations pharmaceutiques qui sont faites à base de quelque chose de séché, d'où le terme extrêmement générique drugs aux États-Unis. Et le terme qui s'est spécifié, en fait, pour reprendre la loi de 70 sur les stupéfiants. Et stupéfiants, ce qui est au tableau des stupéfiants, soit cette liste de produits, égale la drogue. Voilà. Donc, malentendu total, mais très utile pour clore le débat. Étudions la question, je veux dire simplement. Et ça n'a pas de rapport avec si, oui ou non, il y a une expérience à faire, possiblement, si on le fait dans de bonnes conditions, avec du LSD. Alors, on va revenir peut-être à ton premier trip, en tout cas dans le livre, et ta description, celle qui fait un petit peu basculer Ambroise pour toute cette compréhension sur les substances dont on vient de parler. Alors, je le lis. Pendant son trip, il avait vécu bien des aspects de sa toute petite enfance, ce moment où tout comptait, où l'utilité des choses était un mystère qu'on ne brûlait pas de comprendre, où les projets n'existaient pas qui empruntaient à la conscience du présent pour accélérer la venue du futur. Le trip lui avait fait retrouver cette sensation de présent depuis longtemps disparu, un présent qui n'était pas un point mais une étendue sans limite, parce que mémoire et prévision le laissaient enfin tranquille. Bon, moi, c'est un petit morceau que j'ai pris parce que tu fais une longue description de ce moment-là, mais je la trouve très émouvante et je m'y suis identifiée aussi. Est-ce que tu peux en parler ? Je vois que ça t'émeut. T'as les larmes aux yeux, on te voit pas, mais voilà. Qu'est-ce qui te fait cet effet ? Non, c'est que je me dis que c'est la preuve qu'on peut voir clairement les choses et puis mettre beaucoup de temps, de loin en loin, être vraiment dans ce truc qui est décrit là, quoi. Ouais. Ouais, l'impression à ce moment-là, d'abord que le terme stupéfiant, en vrai, il est super adapté aux champignons, parce que je suis stupéfié. Que c'est une espèce de grand ballon qu'on gonfle, et tout ça, c'est maintenant. Et j'ai pas oublié ce qui s'est passé il y a 3 secondes, il y a 5 secondes, il y a 10 minutes, il y a tout le temps, en fait. La vie est quelque chose de continu. Le temps était haché, et là, c'est continu. Et puis, le trip se termine. Il y a un brouillard qui revient quand même, il y a une fermeture éclair qui se referme, et on a beau regarder attentivement. Et le brouillard, c'est la réalité. La réalité, elle est toujours la même, mais il y a une perception qui est plus aussi vaste, qui est plus aussi... Puis surtout le présent qui devient des petits tilit et plus... voilà, cette vaste étendue. Et ce sommet qui réapparaît quand on en reprend, mais aussi cette sensibilité qu'on acquiert à ce que quand ça se manifeste, on le laisse s'étendre au lieu de tout de suite questionner ce qui se passe. On s'ouvre à la question de peut-être faire de la méditation, de peut-être faire silence dans sa tête, simplement pour le retrouver. Et que, on peut le trouver, mais y devenir sensible, c'est sûr que ça s'est passé au moment de ce premier trip de champignons, quoi. De cette expérience que tu relis. Ça fait tellement longtemps que je l'ai écrit que j'avais oublié les termes exacts dans lesquels je le disais, mais oui, qui décrit bien ce qui m'est arrivé ce jour-là. C'est vrai qu'il y a cette notion que le temps n'existe plus, n'existe pas. Le temps est des espèces de... en tout cas de mon expérience, une espèce de vaste... une espèce de structure qui s'est mise, mais qui n'existe même pas, en fait. Oui,
l'impression d'une construction mentale quand même. J'ai appris entre-temps que dans la langue inca, le temps et l'espace n'étaient pas deux termes, mais un seul, de toute façon. Et je sais plus si je l'ai mis ou c'est ce que j'ai barré du livre. Je suis désolé de connaître si peu mon ouvrage quand tu m'interroges dessus. Faut dire qu'il fait 700 pages, je précise pour les gens qui ne l'ont pas lu, donc pour ne pas le connaître par cœur, finalement, c'est pas... Surtout qu'il faisait 1200 et que j'ai passé 2 ans à tailler dedans avant qu'on le publie pour n'en garder que 700. Et donc je ne sais plus ce que j'ai laissé, ce que j'ai enlevé des fois. Mais oui, où l'un des personnages dit le temps n'est qu'une illusion avec notre fatigue pour seul prétexte. Quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça change la perspective de l'existence, quoi, que de sentir ce temps disparaître, le présent être beaucoup plus dense et riche de cette impression que oui, le temps, non, n'existe pas. On peut le matérialiser et se faire l'angoisse d'être pressé, mais c'est tout ce qui nous tient lieu de notion du temps, en vrai. Alors après, tu décris quelque chose avec lequel je me suis pas mal identifiée, où tu racontes comment Ambroise, après ce premier voyage, commence à lire énormément de livres, commence par Aldous Huxley, évidemment, Les Portes de la Perception, puis tous ces livres, qui va au cinéma et se demande, mais lui, est-ce qu'il en a pris, il en a pas pris, qui relit. Moi, l'effet que ça m'a fait, c'est que j'avais envie de reprendre ma bibliothèque à zéro, de tout relire et de dire, attends, t'as rien compris. Ce truc de se demander qui en a pris, qui en a pas pris, et de se voir tout d'un coup la réalité comme d'avoir percé la matrice, en fait, et de comprendre différemment les choses. Et donc, je voulais que tu nous en parles. Est-ce que tu te souviens de ce moment? Est-ce que tu en es encore aussi... Enfin, voilà, tu vois toujours ces choses-là? Comment ça se passe? Alors, la question est devenue un tout petit peu plus vaste entre-temps. Parce que je me demande est-ce que j'y suis toujours parce que... Alors, un peu quand même. Mais quand je dis plus vaste, c'est... Bon, je cherche plus la communauté d'expérience que j'ai avec là où les personnes qui ont créé une œuvre artistique, à travers l'œuvre artistique. Mais oui, cette notion est apparue exactement comme tu le décris. Qui en a pris maintenant que j'en ai pris, est-ce que je vois ce qu'il voulait dire ou est-ce qu'il le voit différemment? Est-ce que... Voilà. Bon, d'abord, je crois que j'avais... alors, encore une fois, je suis ingénieur. Il y a une phrase de Flaubert qui, depuis que je la connais, résonne dans ma tête tout le temps. C'est j'ai soif d'âpres études et de nuits insomnieuses. J'aime bien apprendre des trucs. Ça me fait plaisir. Et... bon, ça fait quelques milliers d'années qu'on consigne ce qui nous traverse l'esprit par écrit, qu'il en reste peu au fil des siècles, et que si des gens ont écrit ce qui est en train de m'arriver, peut-être je vais m'intéresser à l'état de l'art. Et donc, ouais, beaucoup lu. Toujours à l'heure actuelle, je lis beaucoup. L'époque, la contemporanéité de l'expérience n'a pas vraiment grande importance, je trouve. Enfin, moi, je constate, je veux dire, dans les livres que je cherche, j'aime bien quelqu'un qui a écrit ce qui lui est arrivé l'année dernière à Central Park, et j'adore relire des Grecs ou des... Voilà, bon, c'est... Et ouais, ça a été un angle pour tout regarder, quoi. Et ça a créé aussi ce regard. Il y a des gens que j'ai admirés pour manifestement n'avoir pas vécu cette expérience du tout, ni de près ni de loin, mais accepter en tant que créateur qu'artiste de se laisser traverser par quelque chose qui nomment pas, qui reconnaissent même pas ou qui acceptent même pas intellectuellement comme inspiration ou quoi que ce soit, mais qui laissent traverser assez pour que ça s'exprime à travers eux sans avoir besoin de l'expérience qui casse un petit peu cette impression de soi qui fabrique quelque chose quand il y a une création. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est d'ailleurs pourquoi ce podcast n'est pas un podcast dédié aux psychédéliques, qui était une première idée, mais plutôt à l'invisible, parce qu'en fait, finalement, tu te rends compte que les psychédéliques ne sont qu'une porte d'entrée, qu'un chemin, mais il y en a plein et qu'on peut voilà, se connecter à ce grand, vaste tout, ou rien, enfin, ouais. Ouais, le LSD n'a pour lui, entre guillemets, que d'être de la fibre optique. De délivrer un signal clair au moins. Je veux dire, dans toute la vaste étendue des psychédéliques, et juste avant qu'on commence l'enregistrement, tu mentionnais l'ayahuasca. S'il y a un spectre, disons qu'on va mettre arbitrairement entre le LSD et l'ayahuasca, prendre du LSD, c'est faire l'expérience psychédélique dans une piscine avec une eau parfaitement claire. C'est pas habiter le LSD particulièrement. Et à l'autre bout du spectre, il y a l'ayahuasca, où on est en haute mer, il y a éventuellement la tempête, on croise des bestioles, il y a des choses qui parlent. Oui, mais qui parlent, mais qui est pas toi, mais qui parlent quand même à beaucoup de gens, quoi. Et, voilà, il y a des conversations à gérer à un niveau extrêmement aigu, pointu, important. Enfin, bon, tout ça n'est pas dans le LSD, par exemple. Ça, j'en fais pas pour autant un produit qui est facile, mais je dis que dans tout ça, il y a ce spectre qui existe. Et que, bon, dans tous les moyens et
les psychédéliques ne jouant que le rôle de moyen d'état de conscience qu'on peut atteindre de tout un tas d'autres manières. Le LSD, voilà, ce truc de la clarté, d'être tout seul dans cet état et de pouvoir en faire l'expérience comme dans une grande chambre blanche un petit peu. Voilà. Et aussi mouvementé que puisse être une expérience de LSD, quand on en a expérimenté d'autres, même les champignons, ils ont leur déco aztèque et ils ont l'esprit du champignon. Moi, je sens comme un esprit d'une forme de pensée qui manifestement c'est du champignon, c'est pas un animal, c'est pas je reconnais que là-dedans le champignon, et qui est là quand même, qui me force pas à parler avec lui ou quoi, mais qui est présent. Cette présence est éventuellement plutôt quelque chose qui rassure, mais il y a une présence. Dans le LSD, j'en ai vraiment pas. Alors, je suis d'accord, hein, le champignon, ce que tu viens de dire, mais on pourra en reparler, mais c'est vrai que les champignons sont très présents, t'emmènent dans leur monde, en fait, dans leur univers, et à travers ça, te font découvrir des choses. Donc, quand tu plonges dans tes lectures et tout, et puis tu tombes sur Aldous Huxley, etc., et tu t'identifies à sa pensée, en tout cas... le fait que... Je lis un autre extrait, parce que tu l'écris très bien, je vais le dire moins bien, mais Huxley était persuadé que nos sociétés, en refusant la réalité du monde enfoui dans notre subconscient, de cet autre continent mental, entre guillemets, étaient devenues hyper matérialistes pour leur perte. Je saute un passage. Ils voyaient dans les psychédéliques la possibilité d'aiguiser la conscience collective sur les questions essentielles, des outils pour rendre l'homme meilleur. Est-ce que tu vois toujours... les psychédéliques comme un outil pour rendre l'homme meilleur, sachant que quand Huxley parle de ça, et tu le précises dans le livre, il dit que de tout temps, en fait, même dans les expériences religieuses, on a cherché ces états de conscience modifiés, mais qu'avec les psychédéliques, voilà, ça permet de l'ouvrir à tous, en fait, à n'importe qui, plus facilement, plutôt que de passer 15 ans, 20 ans, 30 ans dans une montagne à méditer, quoi, par exemple. Oui, et puis l'expérience religieuse, la pratique religieuse amène à soit une pratique par soi-même et pour soi-même. La finalité, c'est quand même soit de bien appliquer ou vivre dans, suivant les cas, sa religion, mais aussi la pratique collective et les états auxquels on peut accéder comme ça aussi par le collectif et par ce que Huxley décrit très bien aussi par ailleurs. Il appelle ça, lui, l'intoxication par la foule, qui marche aussi bien dans un meeting politique que dans une grande assemblée religieuse, crée un effet qui va éventuellement être très difficile à obtenir si on n'a pas justement une foule de gens qui vaguement essayent de faire la même chose, le rituel religieux. Il faut qu'il y en ait suffisamment qui jouent les gongs là-dedans, qui soient suffisamment alignés de cet état qu'on essaie d'atteindre pour, entre guillemets, tirer tout le monde par contamination à participer à la même chose dans cet état. Bon, il y a des choses qui font très bien ça, comme la danse, hein, par exemple, et avec ou sans produit, quand on va à Burning Man, quand on va dans un endroit où tout le monde vient, dans des salles de concert aussi bien, hein, c'est juste que on étouffe moins quand il y a beaucoup de place. Oui, on voit ce collectif et cet état collectif aussi qui se manifeste, des pistes de danse entières qui se synchronisent et qui sont en train de faire une grande danse à eux tous. Et chacun aussi, mais voilà ce sentiment. Bon, donc les psychédéliques, ils ont cette force aussi quand même de pouvoir créer cet état à coup sûr sans qu'il y ait une espèce de grande vibration obligatoire de tambour, de résonnement d'église ou de baffles gigantesques posés dans le désert pour amener à cette vibration, permettre d'être à cette vibration à peu près n'importe qui. Et quel que soit le contexte autour, voilà, il faut avoir fait un petit peu de calme autour des jours où on va prendre le psychédélique probablement, mais c'est pas aussi contraignant qu'une préparation où on va devoir avoir fait un vœu de silence de 2 mois par exemple, parce qu'il y a une espèce de grande messe, de grand rituel qui va avoir lieu tel jour et qu'il faut qu'on n'ait pas trop mangé de ci, qu'on se soit mis dans le bon état pour le sentir et pour que ça se fasse. Voilà, le psychédélique est une facilité pour obtenir cet état-là. Faut pas que ça devienne un raccourci, ça bien sûr, mais voilà, un outil pratique, c'est quand même vraiment précieux, je trouve. Une question politique de la liberté de pouvoir faire usage de sa conscience, en fait, quand on le souhaite. Ouais, c'est ça, la liberté de conscience, c'est écrit dans la Constitution, mais quel mot on mettait derrière la conscience à ce moment-là ? On se met à réfléchir à la définition du terme conscience quand soi-même, on a vécu 2 états un peu différents, côte à côte, comme justement, oui, prendre du LSD et puis être le lendemain. En vrai, rêver et se rappeler très bien de son rêve et le lendemain matin aussi. Mais oui, de se dire, oui, la conscience, c'est quand même tout ça, et à quel point
ne pas pouvoir utiliser quelque chose qui me permet de décider que je mets ma conscience en mode rouge ou en mode vert, entre guillemets, m'autorise à vraiment la liberté de conscience, quoi. Et pour moi, la réponse est claire. La liberté, enfin, si le concept de liberté a quelque sens, oui, les psychédéliques devraient pas être illégales, ça c'est sûr. Qu'on fasse attention à comment ça se fait ou mettre des précautions autour, c'est évident, mais comme l'escalade, pas comme des fusils mitrailleurs, quoi. Voilà. Alors, tu décris là, j'ai décrit un tout petit bout de ton premier trip, mais pendant le roman, tu décris des dizaines de trips, de voyages, à la fois de ton personnage Ambroise et d'autres personnages. J'imagine que c'est aussi tes expériences qui infusent un peu partout, celles de tes proches. Voilà. Est-ce que, tu réponds comme tu veux, mais est-ce qu'il y a un souvenir comme ça d'un trip, d'un voyage, j'aime pas dire trip, parce qu'après les gens imaginent, mais bon, c'est un trip, hein, enfin un voyage, on va dire, dont tu te souviens tout particulièrement, qui est un peu comme ça, alors je sais pas si c'est le premier ou pas, mais un que ou tout du moins, peut-être pas ça serait le plus important, mais un que tu pourrais nous raconter. Écoute, en même temps qu'on parle, je tombe sur le carton de l'exposition d'Amazonie, je me rappelle plus l'intitulé exact, mais qui vient de se tenir au Quai Branly, qui était super. Et c'est un trip d'ayahuasca. Alors, ça s'appelle une cérémonie dans le contexte où je le prends, qui a toujours été le même. Donc, j'ai pris à peu près, soyons exacts, 34 fois de l'ayahuasca dans ma vie, toujours dans le contexte de retraite assez longue et de diète sérieuse. Et dans le contexte culturel Shipibo-Konibo. Voilà. Je précise ce qu'est l'ayahuasca pour que si les gens qui nous écoutent, c'est un breuvage utilisé et préparé de manière différente par différentes tribus en Amazonie, qui est un mélange d'une liane et d'une plante. Oui, tout à fait. Donc la liane, c'est l'ayahuasca, qui s'appelle ayahuasca avec un petit A, le breuvage avec le grand A et l'esprit qui l'habite si l'on écoute ceux qui me l'ont donné. C'est ayahuasca, donc avec A majuscule. Et on ajoute à l'ayahuasca, qui est la plante enseignante, je cite ce qu'on m'a appris dans le contexte où je le prends, tout simplement. Et avec de la Psychotria viridis, autrement appelée chacruna, voilà. Parce que l'ayahuasca est une liane. Voilà, et la chacruna est une plante. Oui, une feuille qui ressemble un petit peu au laurier passos, là, le laurier brillant. Là, voilà. Pardon pour mes notions très rudimentaires de botanique. Et donc, on mélange les deux. Alors, ce que j'ai beaucoup entendu dire, et c'est pour ça que là, je vais peut-être un peu mettre une variante, j'ai beaucoup entendu dire la DMT, en gros, diméthyltryptamine, qui agit sur des récepteurs hyper spécifiques du cerveau et qui peuvent faire des expériences visuelles très très fortes consommées en elles-mêmes, en intraveineuse ou fumée, est inactive oralement quand on la mange. Et elle est présente dans la feuille, donc de chacruna, qui ne donne pas son nom au breuvage. Et ce que j'entends beaucoup dire, c'est que la liane contient donc, elle, quelque chose qui est plus proche de molécules qui sont chez nous des antidépresseurs, enfin de l'armine, de l'armaline, des choses pareilles, qui ont, entre autres, un effet d'inhiber les enzymes qui digèrent normalement la DMT dans l'estomac, la rendant inactive. Donc, quand on mélange les deux, on va pouvoir absorber la DMT par l'estomac et avoir son effet. Et j'ai beaucoup entendu dire, voilà, pourquoi l'ayahuasca, ça fait cet effet-là, et en fait, l'effet, tu vas prendre l'effet de la DMT. Ce que je comprends maintenant, c'est que, en fait, c'est la liane qui est la plante enseignante, c'est elle qui va faire l'expérience qu'on vient chercher de l'ayahuasca ou pourquoi on la donne, et la DMT sert en gros d'écran pour voir ce qui se passe, mais c'est juste le retour vidéo, entre guillemets. Et la plante qui va ou donner des visions ou pas, parce que suivant les coups, on prend la même dose le soir d'après, on n'a rien, ou plus, ou qu'on va vivre quelque chose qu'on sent ou pas, qu'on va juste s'endormir, ou qu'on vraiment va être plongé dans genre la simulation qu'avait fait Yann Kounen en VR, là, qui est génial. Oui, c'est l'ayahuasca qui parle et qui s'exprime, entre guillemets. Alors je précise que à la fin de tu n'as pas pris d'ayahuasca pendant tout le roman. Non. Tu termines le roman avec un cliffhanger de ouf, moi je trouve, parce que tu expliques que tu es parti au Pérou faire une cérémonie d'ayahuasca et que si tu devrais l'inclure dans le livre, tu réécrirais tout, ce serait infini, il faudrait écrire un autre livre. Donc on termine le livre en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Donc là tu vas finalement nous raconter. Oui, un petit peu. Donc j'avais fait 7 sessions d'ayahuasca à la toute fin. Enfin, j'avais écrit le livre, mais j'étais
3 mois avant sa publication. Hein, donc on n'allait pas. J'ai rajouté un tout petit passage justement que tu cites, mais je pouvais pas faire autre chose, quoi. Et le reste, ce qui est de les carnets de mescaline où on a l'expérience de l'ayahuasca, voilà, je me fais la voix de quelqu'un d'autre, c'est pour ça que je le mets dans un autre personnage. Mescaline qui, dans le livre, je précise, Mescaline est un personnage dans le livre, qui est ton ami dans le livre. Oui, qui devient ma compagne dans le livre. Elle est très métaphoriquement ma compagne dans la vie. Très, très métaphoriquement. Autant moi, j'ai 95%, c'est moi. Autant là, j'ai vraiment inversé la proportion. Je veux pas qu'on l'embête de ce que je raconte ou quoi. Mais oui, c'est les carnets de mescaline qui servent de base au récit de l'ayahuasca. Donc, c'est documenté, mais c'est pas mon expérience personnelle et je ne les ai pas corrigés après. Je raconte. Et donc, je fais l'expérience de l'ayahuasca. Je découvre qu'elle est un peu trop vaste pour tenir dans le livre. Bon, je réponds d'abord à ta question, celui dont je me rappelle le plus. Donc, c'est des années après. Hein. La première expérience, elle est très, très difficile, très riche, très profitable, très difficile. Et bien des années après, pour le coup, je suis à ses pieds très tard. J'ai passé une année, pour ainsi dire, sans éprouver une émotion, quoi que ce soit. Je me suis poussé trop loin, dans des mauvaises directions. Je me demande vraiment si j'ai bien fait d'écrire le livre même. Et ça fait des années que j'ai pas pris de LSD ou de quoi que ce soit. Et par contre, je retourne au Pérou une fois, mais enfin en mode, allons essayer de travailler quelque chose là-bas. Et d'être sérieux, de chercher le calme, peut-être, qui était quelque chose que je ne cherchais absolument pas et qui m'est devenu extrêmement précieux. Quand tu dis tu t'es poussé trop loin, c'est dans une activité, excuse-moi, je te pose la question, mais comme il y a eu le poker, il y a eu tout ça, est-ce dans quelque chose, une activité ou pas du tout? Ouais, vivre un peu, non seulement les psychédéliques, mais la recherche de certains états de conscience, comme un sport de combat où là où il n'y a pas à se battre. Oui, enfin bon, si on veut devenir tellement flinguer son stock de dopamine à être dans des transes plutôt que des réalisations soi-même, qu'à un moment, on est juste incontrôlable. Et l'instant d'après, on est épuisé pour 2 ans. Et on a un gros bleu à la place du cerveau, quoi. Voilà. Et on s'en remet, hein, manifestement. J'ai beaucoup de joie de vivre maintenant, mais il y a eu une petite traversée du désert, qui était sèche, très, très compliquée. Bon, donc ça, finalement, ça t'a poussé peut-être un peu trop loin. Parce qu'on parle de la beauté des expériences, des états de conscience modifiés, mais il y a aussi cette possibilité de pousser trop loin, peut-être? Alors oui, il n'y a que la possibilité de pousser trop loin. Si on a envie de pousser trop loin, il n'y a que moyen d'avoir un accident de vélo plutôt que d'aller à destination dès qu'on est dessus. Et il y a la nature personnelle du bonhomme qui vous parle, qui est peut-être celle d'un crétin un petit peu irresponsable à la base. Voilà. Quand je dis à la base, c'est prétendant que ça a un peu progressé. Je suis même pas sûr. Mais les psychédéliques sont pas en cause au moment où vraiment je lâche un peu la rampe. Enfin, je lâche complètement la rampe pendant 1 an, dont je me rappelle à peine. J'ai une année dont je me rappelle à peine. 2 ans pour retrouver quelques petites émotions après, et encore 3 ans pour sentir que ça va. Voilà. Et le moment où je lâche la rampe, ça fait 1 an que j'ai pas touché un psychédélique déjà, et que je bédave dans des proportions, comme une cheminée, on peut dire, mais oui, mais que je me défonce aussi à coups de méditation et de respiration, et d'être toujours en train de faire des espèces de vipassana machin qui me mettent dans une fonce des bien. Voilà. Donc, non, c'est l'état que je cherchais lui-même, et le non-calme dans lequel je prétendais le conquérir, qui ont été une catastrophe. Le zen dit lui-même, si tu atteins le satori autre part qu'au milieu d'un samadhi parfait, il ne pourra t'apporter que des raisons et cataclysmes mentaux, je ne sais plus les termes exacts, déjà très librement traduit, mais enfin quelque chose comme ça. Ça m'avait échappé, maintenant je suis très attentif à cet aspect de la question. C'est vrai que je coupe juste, mais c'est vrai que la méditation qui est présentée comme quelque chose de merveilleux, ça peut aussi mener à des états quand elle est pratique. Enfin, je veux dire, quand tu dis les psychédéliques sont pas en cause, je comprends ce que tu dis. Et c'est vrai que la méditation, j'ai entendu témoignages, même il y a des études aux États-Unis qui peuvent montrer que la méditation peut mener à des états pas du tout désirables. Donc voilà, il y a toujours... c'est pas forcément la pratique qui est en cause. Non, j'ai tendance à mettre la pratique du calme comme plutôt un truc que je pratique maintenant que la méditation, qui est un outil qui se manifeste quand j'ai besoin. Enfin, vraiment on parlait vipassana, par exemple. Voilà. Mais par contre, le calme, oui. Des fois, je pratique ton calme d'abord, parce que quoi que tu aies envie de faire, ça va pas être une mauvaise idée d'être plus calme. Voilà. Et donc, par exemple, si tu commences à trouver que le monde il est de plus en plus dilaté, beau et riche et machin, peut-être dans du encore plus calme, ça a été que le premier truc qui t'énerve devienne... voilà. Et ouais, le calme. Et donc, bon, ayant négligé
gagné en calme, je me suis mis dans un état qui était vraiment pas très enviable. Et j'en sortais un petit peu déjà pour prendre la décision d'aller au Pérou, enfin de retourner au Pérou. Donc quand je fais ma diète et tout ça, quand je commence à arrêter le café 2 semaines avant de partir, je fais pourquoi je fais ça, hein. Je vais juste en chier. Espérons que ça construise plutôt qu'autre chose. Bon, j'y vais pas du tout en mode guerrier. Tiens, tu vas voir, je vais prendre encore plus et je vais voir encore plus de serpents en diamant. Ou des conneries du genre qui avaient quand même pu me traverser l'esprit des années avant. C'est une expérience difficile aussi, même physiquement. Enfin, je veux dire, pour qu'on comprenne, c'est pas un trip de LSD, quoi. C'est pas dans son salon allongé. Non, c'est dans le noir complet, au milieu d'une jungle qui fait un bruit pas forcément rassurant si on a envie d'être inquiété. Il y a tout ce qu'il faut pour servir de support, on va dire. Puis l'effet lui-même, physiquement, éventuellement très éprouvant, où on vomit tout ce qu'on comprend qu'il faut lâcher. Donc, des fois, ça fait beaucoup. Et entre autres, on vomit ça. Bon, bref, là, c'est la cérémonie du milieu. Il y en a 7 et c'est la 4e. Bon, j'ai eu des petites choses, mais je vais avec des intentions simples, hein, justement comme le calme, trouver du bonheur et de l'agrément dans les choses que j'accomplis. Des choses aussi simples que ça. Et puis, je suis... là, d'un coup, j'ai une vision très claire à la fin de la cérémonie, où ça se passe bien. Je vois pas grand-chose, mais je sens vraiment mon corps se ranger au lieu de se perturber de grésillements et me laisser la sensation d'être tranquille et pas que je suis en train de me gigoter par les épaules, en train de me dire, bon, maintenant, tu vas aller bien. Voilà, que ça devient quelque chose de plus doux et que si déjà je me lâche la grappe, peut-être ça va tout simplement aller mieux. Mais là, il y a une vision très claire qui attire toute mon attention. Et c'est à la périphérie de ma vision, donc c'est à gauche de mon champ visuel, ce qui n'a aucun sens puisqu'on est dans le noir complet, mais n'empêche, je tourne la tête. Et je vois un monsieur, 50aine d'années, les cheveux quand même très noirs, parce que les cheveux dans la région restent noirs, quel que soit l'âge à peu près, coupe courte, type quechua, chemise pantalon en coton, clair et chemise en jean à manches courtes. Et il porte 2 énormes valises. Et je suis en train de penser qu'est-ce qu'il y a dans les valises. Et là, il me répond t'inquiète, des trucs dont t'as plus besoin. Et il part. Et le lendemain matin, j'ai la sensation d'un bruit de ventilateur qui était là depuis les années dans ma tête et qui n'y est plus. D'une place en plus, d'inquiétude, de remords, de je sais pas quoi exactement, ça n'y est plus. Je peux plus trop analyser ce qu'il y avait dedans. Et voilà, un effet magique dans le temps d'un claquement de doigts. Bon, voilà, c'est un des trips les plus marquants que j'ai vécu pour répondre à la question d'il y a bien longtemps. Après, des fois, j'ai croisé Anubis, j'ai eu l'impression d'être le Bouddha au milieu de l'univers qui se fabrique et tout ce qu'on veut. Mais celui que je viens de raconter là, qui est très littéral, qui a l'air d'un conte pour enfants de 5 ans, si on réfléchit bien, c'était aussi magique que ça, quoi. Sans que tu saches ce qu'il y avait dans les valises, en fait. Il y a eu un espèce d'effet de relâchement et de soulagement. Bah, 2 places en plus. C'est même pas tellement homogène, un soulagement. Tiens, il y avait un encombrement, une bande passante dont je pouvais pas disposer parce qu'il y avait autre chose là avant. Et oui, vraiment, à partir de ce moment-là, je n'ai fait qu'aller mieux de cette période qui s'étale sur vraiment des années où c'était pas terrible. C'est les années qui ont suivi le livre, alors. Oui, c'est Parce que c'est une de mes questions, j'allais te demander, ça fait 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé en 13 ans? J'imagine énormément de choses, mais il y a peut-être eu après le livre un moment plus difficile, ou je sais pas où. Il y a eu un moment qui était très sympa où on m'a invité à parler de mon livre et où ça a été des contextes variés, souvent riches de rencontres, de questions qui justement me faisaient réfléchir encore plus loin et pousser... Enfin, j'avais plus la responsabilité d'écrire un livre dessus, c'était fait, mais je pouvais, ce que j'adore, parler du sujet avec plein de gens. Il y a eu un peu, et je tiens pas à accuser les circonstances au lieu de moi-même, mais il y a eu un peu l'effet ah tiens, c'est Tom, et tu sais quoi, ça va être le moment où on allume un pet, même chez les gens qui en fumaient un par semaine, en fait. Ça m'a mis sur une pente assez dangereuse parce que tout de suite, j'ai toujours accepté Bon, c'était pas, tiens, t'arrives à 14h, on prend un café, tiens, en fait, on va prendre du LSD. Ah ouais, ok, d'accord, vas-y. Non, non plus. Mais la direction était quand même par là et elle s'est avérée dangereuse. Bon, et ça a d'abord été assez agréable. Après, j'ai eu envie quand même de ne plus passer ma vie à parler de psychédéliques non plus. S'il y avait des expériences à faire les expériences pour pas forcément avoir à les raconter, pour que moi-même, déjà,
je verbalise pas immédiatement des choses qui doivent se déplier sur des temps beaucoup plus longs, ce qui était devenu mon obligation. J'allais en cérémonie d'ayahuasca avec un carnet, et dès que qu'on pouvait rallumer une lampe de poche, je notais rapidement, voilà. Donc, le trip en entier. Bon, sortir de ça. Et puis, ça s'est calmé un petit peu. Et vraiment, quand je dérape, non, je suis dans un moment où c'est calme, le livre, il est écrit, il vit sa vie, et qui est pas non plus trop tapageuse, donc j'ai pas obligation de passer ma vie à faire des signatures ici et là. Et bon, voilà, je suis content. On m'en parle, mais pas trop. Donc vraiment, l'écrivain comblé, quoi. Et, et non, par contre, oui, je deviens très sérieusement avide de trouver et dans les termes qui le présentent, ce que le zen appelle le satori. Donc en gros, l'expérience de l'éveil du Bouddha, dans la tradition zen, s'appelle le satori. Et le zen ne prétend rien d'autre que de le trouver personnellement. Il est particulièrement dénué d'iconographie, de références réelles ou de mythes voilà, c'est quelque chose de très pratique. Comment arrive-t-on dans cet état-là? Donc ce qui me plaisait beaucoup, c'est comme un produit qui a pas besoin de prendre, disons. Mauvaise approche pour l'aborder, mais une fois qu'on y est, on se dit que tant qu'à faire, c'est pas mal d'être là, même si mes aspirations étaient pas très intelligentes. Et oui, de trouver non pas le Satori, mais quelques Kensho successifs. Donc Kensho dans le Zen, c'est l'expérience du Satori, mais comme un enfant qui marche à quatre pattes, il se redresse 2 secondes et hop, il retombe. Et avant de se tenir debout dans le Satori, il faut s'y installer. Et ça peut arriver d'un coup, on peut le trouver, enfin on le trouvera forcément l'espace d'un instant, mais s'y installer, c'est autre chose. Et comme je l'ai dit, j'étais dans une absence de calme et même dans une recherche de vitesse, probablement, qui était très en contradiction avec croiser l'état même pour ne pas s'y installer. Et il y a un moment où ça a fait des étincelles et où je suis juste alterné des phases de frénésie complète avec des abattements complets. Et oui, je trouvais un effet tout seul sans avoir à prendre de LSD et quelque part ça satisfaisait Enfin, je continuais dans cette quête qui à la base était honnête mais qui prenait une mauvaise direction. Et le temps de m'en apercevoir, il y a une année de ma vie qui a disparu de ma tête parce que je m'en rappelle pas. Comme si j'avais laissé mon corps à quelque chose d'autre, quoi. Et bon, des proches qui se sont montrés heureusement très compréhensifs, parce que j'ai mené une vie impossible, sinon à la limite du dangereux, à tous les gens qui m'ont côtoyé et qui sont restés près de moi à ce moment-là. Et oui, j'ai quelque part trouvé ce que je voulais, mais bon, j'aurais dû mieux me concentrer sur l'objectif à la base. Voilà. Donc, oui, c'est juste à la suite du livre, c'est 1 an et demi après que ça commence à... Mais, ou 2 ans après sa publication, par là. Mais, bon, m'en serais-je tenu à la lettre des précautions que je dis appliquer au moment, en tout cas là c'est vrai, et que je recommande d'appliquer à n'importe qui dans le livre, je serais certainement pas allé là. Mais voilà. C'était ton chemin. Ouais. C'est ça, bon, ça c'est pas moi qui le dis ou qui le promeut, mais c'est quelque chose de très fondamentalement vrai quand même. Les chemins de l'excès sont les chemins de la sagesse, et on ne peut pas savoir ce qu'est trop tant qu'on a... on ne peut pas savoir ce qu'est assez tant qu'on n'a pas eu trop. You can't know what is enough until you got more than enough, je crois, la formule exacte de William James, que je cite bien imparfaitement. Je reviens un tout petit peu au livre, mais ouais, il y a un passage vers la fin du livre que je trouve extrêmement émouvant parce que j'ai aussi ressenti ça, et j'avais envie peut-être que tu en parles. Je vais lire le passage. Ambroise, c'était une sensation maintenant récurrente, se demander comment il s'y prenait pour toujours arriver à ses fins. Il formulait un désir, mettait de la nourriture dans la machine, et, de fil en aiguille, relativement vite en plus, il réalisait qu'il était parvenu à mieux qu'il n'avait voulu. C'est peut-être ce matin-là qu'il comprit que quoi qu'il veuille, il finirait par l'obtenir, et que sa responsabilité était de faire très attention à ce qu'il voulait. Que ce n'est pas parce qu'il pourrait probablement l'obtenir un jour qu'il faudrait avoir un avion de ligne pour lui tout seul. Que le pouvoir de nuisance individuelle était immense et qu'arrivait vite le niveau où personne n'était là pour vous empêcher de mal faire. Qu'il ne fallait pas être un pillard, pas faire les choses simplement parce qu'elles étaient possibles, ni se comporter avec les ressources de la planète comme Pizarro avec l'or Inca. Puisque ça marchait toujours passer les 3 vœux d'usage, il faudrait souhaiter à bon escient. Je vois que ça t'émeut aussi, mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup émue. Souhaiter à bon escient, se rendre compte en fait qu'on peut créer la réalité dans laquelle on vit, ressentir une responsabilité de notre présence
ici et des choix qu'on fait, des désirs qu'on a, et ça paraît des vœux qu'on fait, parce que ça a une grande force en fait. Bah, quand on est vraiment dans une sensation dense de ce qu'on perçoit, moi ça m'a fait ça de sentir que l'inclination de mon moindre désir, avant que je le formule très très tôt, orienté un tout petit peu comme un vent qui finalement va se matérialiser à un moment ou à un autre, quoi. Et le karma précède la matière, même historiquement, je veux dire, dans la terminologie bouddhiste, je vois ça comme ça, du coup. Et ouais, alors que je suis ému, je me dis, est-ce que je me tiens assez bien par rapport à ce que j'ai eu le courage d'écrire? J'essaye. Je sais qu'un des trucs qui me fait le moins envie au monde, c'est de devenir milliardaire. Je suis développeur, des fois, quand je vois une plateforme qu'on me demande de développer, et que si jamais ça devient le nouveau Facebook, parce qu'après tout, le truc, il marche très bien, et puis sait-on jamais, il y a toujours un... Et si tu deviens milliardaire, même sur un malentendu, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et d'essayer de jouer le truc, non pas de savoir comment je dépense l'argent, mais de savoir s'il y a une chance qui reste que je devienne ce que j'appelle un chic type, si jamais je le deviens. Genre, il y a combien de milliardaires qui n'ont pas de garde du corps pour bouger ou qui bougent? Il y a combien de milliardaires qui auraient pu sortir de chez eux, qui est pas si loin de là où tu habites, pour venir marcher comme ça et regarder le paysage et réfléchir à pas forcément grand-chose que de savoir si oui ou merde on va les agresser, ne serait-ce que ça. Je parle pas même pas là de ce dont ils peuvent se montrer responsables si jamais ils déconnent en faisant le mal. Je parle de tout ça. Et oui, après, la responsabilité personnelle, je finis par des gens justement qu'on pourrait accuser facilement parce qu'ils ont des gros moyens de nuire et que des fois ils nuisent beaucoup. Bon, merci à ceux qui ont des gros moyens de nuire et qui nuisent pas tant quand même. Mais oui, est-ce que la première chose qu'on se demande, c'est déjà, est-ce que mon noble objectif, comme ça, c'est de toujours construire le monde, quoi que je fasse, respire ou pense. Bon, déjà, est-ce que je fous pas la merde? Et est-ce que j'ai déjà classé le problème? Ah tiens, comme par hasard, non. De juste pas faire de la merde. De tellement être préoccupé par le sort de je sais pas quel pays en guerre, là, au moment où ma mère m'appelle, que je lui ai répondu de travers, alors que ça va lui ruiner sa journée, à elle que je connais, que j'aime. Et contrairement au type à qui je pense avec compassion là-bas, je vais pas, en fait, lui envoyer beaucoup d'énergie par télépathie pour survivre un jour de plus. Et ma mère, je l'ai envoyé chier. Voilà, ce point de vue-là. Et oui, avoir assez conscience de la conséquence inévitable du moindre de ses actes pour pas nuire, et en même temps accepter ce truc qui est un mantra zen aussi bien. Des causes comme des conséquences de mes actions, je ne puis absolument rien connaître et dois décider de les ignorer complètement. On parle de ses actes et puis on le fait la même avec ses pensées et avec ses perceptions et avec... Voilà. Donc non, c'est... Oui, pour démonter ça et... Bon, réaliser, il y a souvent quelque chose de paradoxal et il faut des fois comprendre le contraire, mais en même temps, ce que ça dit littéralement un koan, bon, vous chercherez le mot koan si jamais. Ah non, explique-nous. Donc un koan, c'est un des éléments clés de l'instruction du zen dans le bouddhisme Rinzai, qui est l'un des 3 courants principaux du bouddhisme zen actuel. Le Rinzai qui met l'accent sur les koans, qui sont des petites phrases, en 4 caractères ou plus en japonais et en chinois à la base qui vise à être mâchouillé par le cerveau le temps que l'intellect est obligé de fonctionner puisqu'on vise à le casser un petit peu pour atteindre un niveau de compréhension plus large et donc ces petits chewing-gums mentaux s'appellent des koans. Voilà comment je les définirais. Vous verrez que Wikipédia dit un peu différemment. Mais... Chewing-gum mental, j'aime bien. Et pour des esprits hyper rationnels, d'ingénieurs formatés d'ingénieurs par ses études qui plus est et par son goût en plus, le koan est un truc que j'aime beaucoup. Un de mes préférés, c'est la glace n'est pas de l'eau. Faut pas chercher la réponse, faut laisser infuser et voir tout ce que ça provoque comme petit geyser dans la tête quand juste on prend cette idée. Un autre koan, c'est à la place, il reçut un merci. Ça vient d'où, ça, quoi? Bon, et la plupart des koans, ils permettent de se poser, de voir l'idée par la tranche, ce petit filament qu'on essaie de déchirer finalement. Et dans la glace n'est pas de l'eau, ça, chaque fois que je le fais, moi, ça me donne quelque chose de différent. Et on constate là, ce que je disais juste avant, que on doit renoncer aux conséquences de ses actes, les connaître, si tout devient une espèce de nappe où les koans peuvent prendre et développer des très jolis petites ridules, comme ça, un lac complètement plat, et où on laisse tomber un koan et bloup, 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 on voit quelque chose de très joli, de très se manifester. Oui, quand on est dans cet état-là, en fait, on va tellement voir que la conséquence de son acte est
fait des petites rides qui vont se propager partout, qu'on essaye d'agir bien, entre guillemets. Enfin, voilà, et il faut cet état-là pour que ça prenne tout son sens de renoncer à complètement pouvoir appréhender les conséquences et les causes de ses actes. Dans le livre, déjà, tu disais, d'ailleurs, ça fait quoi ce que tu dis maintenant, mais la seule manière d'être heureux, c'est d'être heureux. C'est aussi la certitude qu'on n'est pas Atlas, que le monde ne repose pas sur nos frêles épaules, qu'il n'y a à faire semblant de rien, rien à essayer d'obtenir des autres, qu'on n'a rien de mieux à faire sur cette planète que d'être le plus chic type possible. J'ai essayé de comprendre et d'expliquer le peu que j'avais compris, encore plus mal que je l'avais compris, la subtile doctrine du karma. Et l'un dans l'autre, je reste là-dessus que plutôt que de dire « Ah mais oui, mais là j'ai fait ci, mais ça compense parce que » ou j'en sais rien, que qu'est-ce que quoi, qui est souvent interprété comme ça finalement, le karma. Ou ça me réussit parce que ça va, parce que j'ai dû... Ouais, être un chic type, ça reste la meilleure façon de moi me reprendre en main et de dire « Hé Tom, voilà, être un chic type, c'est... Tu fais ça suffit, oui? Non? Tu veux faire quoi de mieux? T'y es déjà? Bon, voilà. » J'aime beaucoup. Tu parles beaucoup du bouddhisme et du zen, du bouddhisme zen. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le chemin que tu suis? Alors, le zen est certainement quelque chose de très important dans ma vie. C'est plus le zen que les prods qui m'ont amené à déconner, comme j'ai raconté il y a quelques minutes. N'empêche, si j'avais eu la bonne idée de suivre les conseils qu'il y avait avant, mode d'emploi, ah c'est chiant, où est-ce qu'on appuie? Bon, voilà, j'avais cette approche de pas lire le mode d'emploi, si on fait un petit peu attention. Ouais, le zen c'est très intéressant parce que ça permet aux choses de se déployer sans donner un a priori de décoration qu'il y a derrière. Le bouddhisme c'est cool, mais plus je connais le bouddhisme, encore fort peu, mais plus je vois qu'il s'est débarrassé au fil du temps d'une iconographie, d'un ensemble de couleurs et de notes de musique qui n'ont rien à voir fondamentalement avec lui. Le zen apparaît directement, du moins à mon mode de pensée, comme assez dépouillé de tout ça pour rentrer dans le vif du sujet directement et m'y accrocher. Voilà, qui est d'essayer d'avoir cette perception collée au réel où il n'y a pas la place de passer un cheveu. Et le zen s'attache au caractère de ceux qui le pratiquent. Parce que on peut avoir des images de gens qui chantent tous la même chose dans une communauté religieuse ou spirituelle, et d'une uniformisation, ne serait-ce que parce que par le costume qu'on porte quand on est moine dans tel monastère ou quoi. Et en vrai, c'est vraiment l'éloge de la diversité de l'individu, de l'univers en chacun. Ça appelle à faire l'expérience de vivre quelque chose, un état de perception qui est déjà tel qu'on est tellement spectateur des conséquences de ces actes au fur et à mesure qu'on les produit, que voilà, on va se comporter certainement d'une manière éthique, par exemple. Mais pour autant, on va pas chercher à nier le caractère de l'individu, et si on a envie d'être fleuriste, on va pas devenir directeur du monastère de quelque part parce qu'on a maîtrisé quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la vie qu'on va mener. Oui, on cherche quelque chose, mais qui, une fois obtenu, ne présume rien de si on va essayer de faire de la physique fondamentale ou de la pâtisserie. Alors parlons de la vie que tu mènes aujourd'hui, puisque ça a beaucoup... Donc tu as été développeur, tu as eu une galerie d'art contemporain, je ne sais pas si tu l'as encore. Aujourd'hui, tu te lances dans une toute nouvelle aventure. En tout cas, bon, c'est quelque chose qui t'accompagne depuis plusieurs années, c'est la cuisine. Bah oui, nouvelle aventure quand même. Donc la galerie, non, je ne tiens plus galerie, qui est quand même tenir commerce et qui... Expérience extrêmement riche aussi, mais bon, qui est au passé. Oui, la cuisine est une passion, ce que j'essaye de faire tous les jours pour... s'il y a vraiment quelque chose qui est le zen dans son intégralité, c'est le moment où je cuisine, où on est complètement à ce qu'on fait, où on lâche pas le couteau des yeux et de l'esprit, on se coupe jamais, et où une fois tous les 11 ans où on pense à autre chose, on s'entaille 4 doigts d'un coup. Voilà, c'est exigeant par nature, mais pas non plus quelque chose qu'il faut résoudre ou quoi, on fait que fabriquer, on peut partager avec les autres en plus. Et j'adore manger, j'adore très bien manger, et qu'à cela ne tienne, autant le faire soi-même, c'est tous les plaisirs en même temps. Cela étant, je ne suis qu'amateur dans la cuisine. J'ai eu l'occasion ces dernières années de le pratiquer en festival, ces 10 dernières années, de le pratiquer en festival à d'assez grandes échelles. Là, ça fait 5 ans que j'étais
le chef de la cuisine d'un petit festival de 350 personnes. Mais bon, petit festival, ça veut dire 2500 repas faits en 3 jours. Alors par mois, et la centaine de personnes qui aident, hein, bien sûr. Mais bon, organisation à l'année, intendance et cuisine quand même. Festival de métal non, pas du tout. Tout petit mini burn, c'est pas un burn, ça se revendique pas un événement régional de Burning Man ou quoi, mais ça tient à 4 principes en fait: ouverture d'esprit, partage, altruisme, liberté. Et celui qui est bijoutier, il vient apprendre aux autres à faire des bijoux en apportant des enclumes, du métal et marteaux. Celui qui joue de la musique, il joue sur scène. Celui qui fait de la cuisine, il cuisine. Voilà. Donc, comment ça s'appelle? Mathieu Ricard dit dans un livre, quand il précise pas l'endroit où est le monastère, il est des bouts du monde qui doivent le rester. Il y a que 350 places, j'ai mentionné. Voilà. Très bien, ça restera secret. Oh, le mystère n'est pas bien grand. Il y a moyen d'écouter ce que j'ai dit et d'essayer de trouver, mais voilà. Et donc ça fait que là j'arrête par contre cette responsabilité il y a 2 jours pour entreprendre d'apprendre vraiment la cuisine. Je suis autodidacte, je dirais pas plus loin que ça beaucoup en autodidacte. Là, je vais passer 16 mois à apprendre la technique la plus pointue, la plus panoramique possible dans une grande école de cuisine. Ouais. Génial. Donc un nouveau, peut-être un livre au bout, qui sait? Alors j'ai complètement perdu l'habitude que j'avais pris un moment de me demander mais comment je vais raconter ça à chaque fois que quelque chose m'arrivait, et je dois dire que je suis très content. La vie, elle est faite pour être vécue, et ce qui a sédimenté assez pour qu'on ait l'impression qu'il faut l'écrire, on verra, et ce qui a à partager, alors encore plus. Je veux dire, je présume pas de ce que j'écrirai des livres, mais je présume encore moins de ce que je publierai de nouveau des livres. En tout cas, ouais, me lancer dans quelque chose d'aussi concret, qui me plaît tant, et dans un contexte où j'aurai l'occasion d'apprendre tellement que la cuisine pendant plusieurs mois, et que ça, oui, je suis ravi. Alors j'ai 2 dernières questions pour terminer. Quel est, tu dirais, le fil qui lie les différents mondes dans lesquels tu as plongé ou tu plonges? Parce qu'on n'a pas parlé non plus de la magie. Tu as été, et je ne sais pas si tu l'es encore, prestidigitateur. Enfin, je veux dire, tu navigues dans des mondes. Qu'est-ce qui, tu dirais, crée un fil entre toutes ces activités, peut-être un fil invisible ou un lien avec l'invisible? Je sais pas, est-ce qu'il y a un fil? Peut-être que non, mais est-ce que tu dirais qu'il y en a un? Tu me poses une grave et grande question. Je suis bien en peine d'y répondre. J'aime m'amuser. Je pense que le bonheur est vraiment quelque chose à rechercher en tant que tel. Mais le fait est que j'ai aussi constaté qu'il suffit de regarder une chose assez longtemps pour qu'elle devienne intéressante. Et que, oui, alors, avec peut-être cet idéal de dilettante du Moyen-Âge qui voyage ici et là et qui va faire 4 ans de la peinture en Italie, et puis qui va finalement tout autre chose le temps qui suit, et puis écrire un moment, tiens, ce qui s'est passé. Oui, j'ai toujours réussi, par exemple, à mener ma vie professionnelle pour faire une année gagner ma vie, et une autre année faire ce que je voulais. Donc éventuellement écrire un livre, par exemple, ou faire un jeu vidéo, parce que je voulais faire un des premiers jeux vidéo sur les casques en VR quand le Vive est sorti. Voilà. Et donc le fil conducteur, s'amuser. Et y a beaucoup de choses qui m'amusent. Voilà. Dilettante, c'est pas le mot que j'emploierais, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est comme s'il y avait un moteur très très puissant en toi, mais à chaque fois que tu démarres quelque chose, tu vas et tu plonges jusqu'au bout, et dans les méandres et dans les profondeurs, et tu te laisses habiter par un domaine. C'est l'impression que j'ai. C'est pas tout le monde qui a cette capacité ou cette envie. C'est vrai, c'est d'abord entre chaque chose que je fais, donc j'ai 50 projets, mais qui sont même pas notés quelque part. Je me dis, tiens, ça peut exister de le faire. Et il y a le moment où j'ai laissé un certain silence ou un certain calme ou une certaine envie particulière, de rien. Et il y a un tel truc qui se met à prendre de la place, et si sous cette forme, et à commencer à se matérialiser tout seul. Et oui, il y a un moment où, hop, je m'y engouffre en entier. Et je vais faire ça 1 an, 4 ans, ça va dépendre. Et essayer de creuser tout ce que je peux voir, comprendre, faire surtout, bricoler quoi, dans le sujet en question. Que ce soit, oui, le code, maintenant la cuisine, ou écrire un livre sur lequel tu as la gentillesse de m'interroger. Ok, alors dernière question, est-ce que tu aurais, je sais pas, une pratique, un ouvrage, une œuvre, une musique, quelque chose en fait que tu pourrais partager, qui toi te maintient dans un lien avec ce tout dont on a parlé, cette espèce de
là où le temps n'existe pas, parce qu'on n'a même pas parlé de musique, on n'a pas le temps, mais voilà, est-ce qu'il y a une pratique, une œuvre, quelque chose que tu pourrais partager et qui permettrait aux gens d'aller explorer quelque chose? Alors, une pratique qui vaut aussi bien au milieu d'un bad trip de LSD que n'importe quand. Respirer calmement par le nez. Respirer ER au à l'infinitif, pas vous donnant l'ordre, EZ, respirer calmement par le nez. Mais respirer calmement par le nez. Et si on a besoin de faire l'expérience, respirer 5 fois par le nez en regardant, pas bouger les yeux, respirer 5 fois par la bouche, la même chose, et voir qu'on perçoit pas ni aussi profondément, ni aussi calmement la réalité, en respirant calmement par le nez que autrement. Voilà. Un ouvrage... alors, il y a l'excellent Le bouddhisme zen de Alan Watts qui explique à un occidental, du point de vue d'un occidental qui ne se dit pas bouddhiste zen, mais en ayant compris assez pour le vulgariser. Très très bon ouvrage. Mais de même, Alan Watts, c'est sans spiritualité qui porte un nom sous-jacente, Éloge de l'insécurité. Livre pas tout jeune, mais je trouve fondamental dans la pensée contemporaine. Toujours très lu de peu près tout le monde aux États-Unis, mais ai-je constaté pas forcément beaucoup chez nous. Ok, cool, merci beaucoup. Eh bien, tu reviendras car j'ai encore des dizaines de questions à te poser, des univers à parcourir, mais je crois que déjà on a une première approche. Peut-être que ça donne envie de lire ton livre que je recommande et que moi j'ai adoré. D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais c'est aussi un livre extrêmement documenté et une mine d'informations sur l'histoire des politiques antidrogue, l'histoire de l'interdiction de ces substances. Il y a aussi beaucoup de données scientifiques. Bref, pour ceux que ça intéresse de voir ce qui se cache, notamment derrière toute une propagande très bien orchestrée depuis Nixon et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment passionnant. Merci d'être venu. Merci infiniment, c'était un moment très agréable, et si il doit s'en produire un semblable, bien volontiers. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Invisibilis sur votre plateforme préférée, à aimer, partager, commenter pour soutenir le podcast, le faire vivre et grandir.